Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop encore quel titre aura cette vidéo parce que c'est un peu compliqué de résumer de manière concise ce top 5, parce que oui, c'est un top 5. En gros, c'est le top 5 des livres que je suis reconnaissante d'avoir lu. Voilà, je sais pas trop comment formuler ça mieux, mais voilà, j'en ai choisi 5. Les trois premiers, j'ai pas pu. Enfin, non, les deux premiers, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des livres dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Celui du milieu, je sais qu'il va faire polémique, mais je pouvais pas ne pas le mettre, c'est pas possible, donc je vous expliquerai. Et pour les deux derniers, j'ai essayé d'aller chercher des livres pour lesquels je suis reconnaissante et qui m'ont apporté vraiment des trucs très cool, mais que je cite pas tout le temps. Il y en a un, ça fait longtemps que je l'ai pas cité, et il y en a un, je l'ai lu il y a pas hyper longtemps, et je l'ai jamais cité depuis que je l'ai lu normalement. Donc, bref, on y va. Mini précision avant de vous montrer les livres, ce ne sont que des livres avec des thèmes assez tristes, hein, voilà, parce que quand je suis reconnaissante de quelque chose, c'est pas que c'est négatif, mais en général c'est que j'ai appris quelque chose, et j'apprends toujours quelque chose avec des personnages qui vivent des choses particulièrement difficiles, donc voilà, ce sont que des livres globalement tristes, qui parlent de sujets pas ouf. C'est pas des livres pour up, c'est la fête, c'est léger, c'est fun, non, pas du tout. Bref, le premier vous allez vite voir avec le titre. Le premier c'est La mort est une femme comme les autres de Maria Pavlenko. Franchement, alors ils sont dans l'ordre dans lequel ils me sont venus dans ma tête. Vraiment c'est le premier qui m'est venu parce que en gros on suit M. C'est ça. M qui est donc la personnification de la mort et qui fait un burn-out. M en a marre d'aller récupérer les morts, d'aller récupérer les âmes des gens, elle s'en fout. Elle fait un burn-out, elle a une dépression, elle en a plus rien à faire, elle ne fait plus son job. Ce qui a pour conséquence que plus personne ne meurt. Du coup, vu comme ça a l'air cool. Enfin, vraiment, tu sais, tu meurs plus, personne n'y meurt, c'est hyper fun, parfait. Plus de tristesse, plus de mort, génial. Et en fait, ce livre montre que aussi terrible que ce soit et aussi horrible que ce soit quand ça nous arrive, la mort est nécessaire à la vie parce que la Terre déjà ne peut pas supporter des milliards et des milliards d'habitants qui ne meurent jamais, et aussi parce que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas réellement de mort en fait, et surtout parce que quand les personnes sont malades, quand les personnes souffrent, la mort est une délivrance. Alors oui, je sais, c'est horrible, c'est terrible, mais c'est le cas. Et ici dans ce livre tu vois des personnes qui devraient mourir, qui souffrent le martyre vraiment et qui ne meurent pas parce que la mort ne vient pas en fait. Et c'est terrible pour eux. Alors aussi terrible que ce soit la mort, il y a des fois c'est un soulagement pour la personne et pour son entourage. Et voilà, je l'ai dit quand j'ai parlé de ce livre en update lecture, lire ce livre quand tu viens de perdre quelqu'un, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit c'est une bonne idée, ça va t'aider à faire ton deuil et ça va te faire relativiser la mort même si c'est terrible, ou alors ça va t'enfoncer encore plus dans la dépression. L'un ou l'autre, voilà. Enfin la dépression c'est peut-être un petit peu fort, hein, mais le deuil, le malheur, tout ça, bref. Voilà, je pense que ça fait partie des livres que je relirai un jour dans ma vie. Peut-être quand je perdrai quelqu'un, je ne sais pas, mais vraiment ça me permet de relativiser sur la vie et sur la mort. Et quand tu perds quelqu'un, tu te demandes pourquoi, t'es malheureux, t'es triste, t'es en deuil, c'est normal, mais la réponse c'est parce que c'est la vie en fait, enfin voilà. Le deuxième, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée à ce livre quand je l'ai lu. D'ailleurs je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je ne fais plus, c'est quand un livre me plaît particulièrement et que j'ai un coup de cœur, je ne fais plus de vidéos dédiées à un seul livre. Je le faisais avant, je l'ai fait pour ce livre-là. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse ce type de vidéo sur un seul livre, vraiment. Je sais pas, voilà, dites-moi. Bref. J'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre ici. Je suis tellement reconnaissante à Agnès Ludig pour Part avec lui. Vraiment, ce livre m'a chamboulée et ce livre a fait quelque chose que je ne pensais pas qu'il était possible de faire encore. Je l'ai lu il y a un moment maintenant, hein. Je l'ai lu il y a bien 3-4 ans, un truc comme ça. Et en fait, ce livre a fait évoluer mon féminisme, ce que je ne pensais pas possible, puisque mon féminisme est assez développé, il est assez ancré en moi, voilà. Mais ce livre m'a appris des choses et vraiment m'a fait comprendre des choses que j'aurais probablement jamais compris sans ce livre, ou alors de manière beaucoup plus lente, parce que là ça a été quand même assez rapide. J'essaie de faire un résumé, mais
assez rapide. Bon, bref, dans ce livre, on suit une jeune femme qui est en couple avec un homme, jusque-là, tout va bien, sauf que leur relation n'est pas vraiment à égalité, et cet homme n'est pas vraiment... comment dire, il n'est pas vraiment sympathique, et au fil du livre, elle va se rendre compte que... en fait, elle est infirmière, et elle donne des conseils à ses patients, et elle ne respecte absolument pas ces conseils-là. Et elle va finir par se rendre compte qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Voilà. Cet homme n'est pas violent au début du livre, en tout cas, mais il est extrêmement autoritaire. Il est vraiment... il est malsain. Tout simplement, il est malsain. Et en fait, avec ce livre, j'ai compris pourquoi une femme battue, pourquoi une femme violée, pourquoi une femme maltraitée, pourquoi une femme qui... même sans forcément qu'il y ait viol ou attaque physique, ça peut être une atteinte psychologique seulement. Pourquoi toutes ces femmes n'ont pas forcément besoin de porter plainte? Parce que avant de lire ce livre, j'étais là en mode, mais attends, si t'es violée, si t'es battue, tu dois porter plainte, tu dois avoir besoin de justice. Vous voyez? Je comprenais pas pourquoi elles n'en avaient pas forcément besoin. C'était un truc pour moi qui était aberrant. De pas vouloir porter plainte, de pas demander une réparation quelconque. Et de faire appel à la justice française ou d'un autre pays, si c'était un autre pays, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose pour moi qui n'était pas cohérent, qui n'était pas logique. Et avec ce livre, j'ai compris qu'une femme, ou un homme, mais en l'occurrence ici une femme, n'a pas forcément besoin qu'un juge la regarde et lui dise « Oui madame, il vous a violée. Oui madame, ça ne se fait pas. » Non. Elle le sait, en fait. Elle n'a pas besoin qu'on le reconnaisse. Elle n'a pas besoin qu'on le punisse. Elle n'a pas besoin qu'une justice quelconque vienne confirmer que ce qui lui est arrivé est mal. Elle le sait, en fait. Vous voyez? Et elle n'a pas forcément non plus besoin de ça pour passer à autre chose. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses. J'ai compris tellement de choses avec ce bouquin. C'est vraiment, c'est ouf. Le fait de l'avoir dans les mains, là, j'ai presque envie de le relire. Mais en même temps, j'ai peur de le relire. Mais enfin, vraiment, cette justesse d'Agnès Ludic, c'est assez fou. Je le dis et je le répète à chaque fois. Il faut lire du Agnès Ludic. Et si vous devez lire qu'un seul livre d'Agnès Ludic, lisez par avec lui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour le troisième, j'avoue que j'ai hésité parce que c'est un livre très controversé, c'est un livre très critiqué, c'est un livre en général qui déclenche des colères de la part des gens. Mais moi, je suis reconnaissante à l'autrice de l'avoir écrite et je suis particulièrement reconnaissante de l'avoir lu. Avant de vous le montrer, je vais poser les bases. Je ne nie pas que c'est une romance toxique. Et je ne fais pas la promotion de cette romance toxique et d'aucune romance toxique. Mais ce livre m'a aidée et sans cette saga, sans ce livre, sans cette autrice, je serais probablement encore coincée dans cette foutue relation toxique. Je pense que vous l'avez deviné si vous avez déjà entendu parler de ça, je parle de After de Anna Todd. Rapidement pour l'histoire, on y rencontre Tessa qui entre à la fac, c'est un petit peu le cliché de la fille vierge qui rentre à la fac, qui connaît rien aux histoires d'amour aux garçons et tout, et qui va tomber amoureuse de Hardin, le beau mec ténébreux, un peu flippant, qui est un petit peu mystérieux et tout. Et il va se passer une romance avec des guillemets. Et je le dis parce que sinon vous n'allez pas voir que je le fais, donc je le dis. Une romance avec des guillemets entre eux. Et c'est une saga de 5 tomes et on passe les 5 tomes avec Tessa et Hardin. Et c'est une romance toxique. Oui. En tout cas, ça commence comme une romance toxique. Bref. Mais j'ai lu ce livre quand j'avais, je sais pas, peut-être 19 ans. Un truc comme ça. Et la principale critique qu'on fait à ce bouquin, c'est que les jeunes et les jeunes filles qui vont lire ce livre vont croire que c'est ça l'amour et ne vont pas se rendre compte que c'est pas censé être ça. Et moi je suis pas d'accord. Parce que, alors j'ai lu ce livre à 19 ans, vous allez me dire 19 ans c'est pas si jeune que ça. Oui mais quand j'ai lu ce livre, j'étais coincée dans cette relation depuis bien 3-4 ans. Vraiment. Et je ne me rendais pas compte que j'étais coincée là-dedans. En fait j'ai grandi et je me suis construite moi entre mes 15 et mes 19 ans avec cette relation-là. Et du coup, pour moi, c'était ça, l'amour. Vous voyez? Et à 19 ans, j'avais toujours pas le recul sur la situation, j'avais toujours pas compris que c'était pas censé se passer comme ça et que c'était pas censé être comme ça. Et ce livre m'a permis de comprendre que ma relation n'était pas censée être comme ça. En fait, c'est assez bizarre parce que j'avais à l'époque le même genre de relation avec
un garçon avec un homme que Tessa a avec Ardine dans After, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, pas en détail évidemment, mais globalement. Bref, vous avez compris. Et en fait, c'est assez ouf parce que j'ai bien mis 2 tomes. J'ai lu le tome, j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 sur un été, je crois. Et c'est seulement arrivé à la fin du tome 2 que j'ai commencé à me dire que peut-être dans ma vie il y avait des soucis. Vous voyez? En fait, au cours du tome 1, je me suis énormément identifiée à ce qui se passait. Vraiment, je me suis énormément identifiée à leur histoire, à Tessa, j'ai identifié l'homme en question, à Ardine, etc. Enfin, vraiment, ce livre m'a énormément parlé parce que ça faisait écho à ce qui m'arrivait à ce moment-là, à ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai commencé à réaliser, et ce que je vais dire est très important à toutes les personnes qui disent que c'est pas possible, si, c'est possible. J'ai commencé à réaliser que ce qui se passait entre eux, c'était pas hyper sain. C'était pas censé se passer comme ça. Qu'il y avait des choses que quand tu aimes une personne, normalement tu ne fais pas, normalement tu ne dis pas. Qu'il y avait des actes, des disputes, des mots qui étaient dits que normalement tu ne dis pas à une personne que tu aimes. J'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et dans un troisième temps seulement, j'ai déjà expliqué en vidéo tout ça, hein, mais je le refais. Et dans un troisième temps seulement, mon cerveau a connecté les 2 informations. Mon cerveau s'est dit, mais attends. On s'est énormément identifié à leur histoire, aux personnages, à ce qui se passe et tout. Et maintenant, on est en train de se dire que ce qui se passe entre eux, c'est pas censé arriver quand les gens s'aiment et dans une relation saine. Est-ce qu'on serait pas dans une relation malsaine? Vous voyez, et ce cheminement a été extrêmement lent dans ma tête. Mais sans la lecture d'After, je pense sincèrement qu'aujourd'hui encore, je serais coincée. Et ça s'est pas passé en un claquement de doigts non plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai été coincée dans cette relation particulièrement toxique et particulièrement néfaste pour moi. Et c'est pas parce que j'ai lu After que 2 jours après j'en étais sortie pour pull up et tout. Non, ça a pris du temps, ça a pris encore des mois, peut-être même des années. Mais sans After, je n'aurais pas eu ce déclic là. Et donc j'aurais forcément eu ce déclic bien plus tard. Donc voilà, je ne fais pas la promotion d'After. Je dis pas que c'est génial, magnifique, parfait, fantastique. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'argument de lire une romance toxique, ça fait que tu y crois et ça fait que tu te rends pas compte que c'est toxique. Pour moi, il n'est pas valable parce que moi, il m'a aidé. Vraiment. Et peut-être qu'il m'a aidé moi et il n'a pas aidé une dizaine d'autres filles, mais je n'y peux rien en fait. Hein. C'est pas ma faute. Enfin, je veux dire. Voilà, et c'est pareil, enfin, en fait il y a plein d'arguments avec After que je ne comprends pas quoi, les gens qui disent les gens ils sont pas capables de se rendre compte que c'est pas comme ça que ça se passe, alors quoi? Ça veut dire que si une gamine de 12 ans lit, je sais pas moi, un thriller de Jean-Christophe Granger ou de Maxime Satam, elle va croire que c'est la vraie vie? Bah non en fait, faut arrêter de partir du principe que les gens sont cons, je suis désolée, non en fait. Peut-être, oui, peut-être que certains thrillers donnent des idées à certains futurs serial killers, mais peut-être que non. Enfin, vous voyez, cet argument, moi, il me dépasse, il me fatigue, et il me fatigue d'autant plus que, je le répète, très important, sans After, je n'en serais pas à titre personnel là, aujourd'hui, en fait. Et enfin, vraiment, c'est... Bon, je vais le poser parce qu'il commence à être lourd dans ma main, et je commence à radoter. Je suis reconnaissante d'avoir lu After, et je suis reconnaissante à Anatole de l'avoir écrit. Le 4e livre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je l'ai déjà cité dans plusieurs vidéos, plusieurs tags, peut-être même des top 5 et tout. Mais j'avais envie d'en reparler en fait, tout simplement. Ne tirez pas sur l'asthme au cœur de Harper Lee. Vous remarquerez globalement le thème c'est le féminisme. Hein, le dernier, ce sera pas le cas, promis. Mais en fait, c'est un classique de la littérature, évidemment. C'est un livre qui me faisait très peur. Et en fait, c'est une des raisons qui fait que je suis reconnaissante de l'avoir lu. C'est-à-dire que j'aurais pu laisser ma peur me guider et ne pas lire ce bouquin parce que j'avais peur. Mais je me suis dit, je vais tenter. Le problème de tenter un classique comme ça, c'est que j'ai peur de l'abandonner, j'ai peur de ne pas accrocher et j'ai peur de passer à côté du bouquin. C'est quand même un classique, enfin, la pression est grande quand je commence un livre comme ça en tout cas. Et finalement j'ai adoré. Voilà, ça parle, pour moi le thème global et ce qui fait que je suis reconnaissante de l'avoir lu, c'est l'éducation des petites filles et des petits garçons. Pour moi, tant qu'on n'aura pas une éducation égalitaire entre les garçons et les filles, depuis leur naissance, on n'aura pas une égalité homme-femme à l'âge adulte. C'est pas possible. Si tu n'éduques pas tes enfants de la même manière, si tu les éduques différemment en fonction de leur sexe et que tu leur donnes pas les mêmes clés en fonction de leur sexe, tu n'auras pas des adultes à égalité. Pour moi, c'est pas possible. Parenthèse fermée. Bref, du coup, dans ce livre, on suit un Atticus Finch, voilà, c'est ça, qui est avocat
et qui a 2 enfants, il me semble, un garçon et une fille, et qui élève ces 2 enfants de la même manière. En fait, il ne restreint pas sa petite fille quand elle veut mettre des pantalons, quand elle veut sauter partout, quand elle veut courir partout, quand elle veut faire des choses d'enfant. Il part du principe qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, et que c'est pas parce qu'elle est une femme, pas parce qu'elle est une fille, qu'elle n'a pas le droit ou qu'elle doit faire des choses. Donc il la laisse libre. Évidemment, il est particulièrement critiqué. Le sujet principal du livre, c'est que il est avocat et il va défendre un noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Voilà. Donc en fait, il y a le thème principal du livre, pour moi, c'est l'éducation, parce que c'est ce pourquoi moi je suis reconnaissante de l'avoir lu, mais le thème principal du livre, dans les faits, c'est le racisme et les inégalités hommes-blancs, plus que les inégalités hommes-femmes. Et donc voilà, et donc Atticus va défendre cet homme. Il est critiqué parce qu'il défend cet homme, mais de un, tout le monde a le droit d'être défendu et tout le monde a le droit à une justice, noir ou blanc, et de deux, il part du principe qu'il est innocent en fait. Il laisse une réelle chance à cet homme, alors que tout le monde part du principe que parce qu'une femme blanche a été violée et qu'un homme noir est accusé, il est forcément coupable. Voilà, pour moi ce livre est un des plus grands classiques de la littérature, dans le sens où si tu me demandes une liste de livres à lire dans ta vie, je vais te mettre par avec lui parce que à titre perso je trouve qu'il faut le lire. Mais il y aura, ne tire pas sur les hommes au cœur aussi, c'est évident, il y aura Hamlet et il y aura d'autres bouquins. Mais vraiment, pour moi, j'ai énormément appris avec ce bouquin. Vraiment, il fait aussi partie, je crois que j'avais fait une liste de livres que je voulais relire dans ma vie, et il en fait partie. C'est toujours pas le cas, mais un jour, je pense que je le relirai. Et vraiment, ce livre m'a fait avancer à titre personnel. M'a apporté des réponses, m'a fait me questionner sur de nouvelles choses, m'a fait changer de perspective sur certaines questions et certaines circonstances. Et enfin, des livres comme ça, c'est juste vraiment cool. Pour le dernier, je parlais de sujets un petit peu lourds là. Vous vous rendez bien compte que tous les sujets dont j'ai parlé sont assez lourds. C'est un sujet assez lourd, mais très récent. Et je suis reconnaissante de l'avoir lu parce que j'en ai parlé en update. Hein, j'ai fait un très très gros passage en update sur ce livre-là d'ailleurs. C'est une période de la vie que la plupart des gens ont vécu de la même manière et moi non. Et du coup je suis reconnaissante d'avoir cette vision-là du confinement. Donc ce livre c'est Déconfinez-moi. Donc c'est un recueil de nouvelles, un collectif donc il y a Georgia Caldera, Cécile Chaumin, Angéline Michel, Fanny André, Lise Steven et Fanny Guéral. Voilà, en fait, c'est plusieurs nouvelles qui se passent pendant le confinement. Donc le confinement qui a commencé en mars 2020. Et on voit plusieurs personnes confinées entre frères et sœurs, en famille, toutes seules, qui communiquent avec leurs voisins et tout. Mais toutes ces visions-là sont des points de vue de personnes réellement confinées, enfermées dans leur appartement, dans leur maison, pendant toute la durée du confinement. Et vous allez me dire, oui, bah c'est le cas de tout le monde. Alors non, c'est pas le cas de tout le monde. Je vous remettrai la petite lecture dans laquelle j'en parle en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que je détaille vraiment pas mal. Moi, j'ai pas été confinée au sens strict du terme. Moi, pendant tout le confinement, je suis sortie quotidiennement de chez moi pour aller travailler. Donc du coup j'ai pas du tout en fait j'ai aucun souvenir d'enfermement parce que je suis pas restée enfermée quoi. J'ai continué à faire ma routine, à me lever le matin, m'habiller, prendre ma voiture, aller travailler, passer mon temps au bureau, travailler sur place et puis rentrer chez moi. C'est comme ça que j'ai vécu mon confinement. Alors évidemment tu peux pas sortir, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au resto, tu peux voir personne. N'empêche que ma routine globale n'a pas changé. Et il y a cet effet pervers de tu es confiné avec des gens qui restent confinés pour éviter d'attraper un virus potentiellement mortel, et toi tu sors tous les jours, tu prends le risque d'être contaminé et tu rentres tous les jours. Vous voyez et donc du coup voir la vision majoritaire des gens que moi j'ai pas eu du confinement, c'était vraiment quelque chose de très cool. J'ai découvert ça parce que oui, j'ai été confinée avec des gens qui eux sont pas sortis, mais le soir on faisait pas un petit point sur leur situation, qu'est-ce qui s'était passé ou pas passé dans la journée, qu'est-ce qu'ils avaient fait ou pas. Enfin voilà, on faisait pas ça. On passait du temps ensemble. Mon but justement c'était de leur changer les idées parce que eux étaient enfermés toute la journée, donc on ne discutait pas en détail de leur journée et de leur non-journée, soyons honnêtes. Et du coup avoir cette vision là du confinement, vraiment j'ai trouvé ça très cool parce que c'est une vision que moi j'avais pas.
c'est des souvenirs que moi j'ai pas, c'est des choses que moi j'ai pas vécues de cette manière-là. J'appartiens à cette minorité de la population qui n'a pas vécu le confinement confiné, justement. Et du coup, voilà, vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir lu ce livre parce que ça m'a apporté. En fait, c'est bizarre de ne pas avoir la vision qu'ont la grande majorité des gens sur un événement qui touche toute la France, comme le confinement. Vous voyez, c'est bizarre d'appartenir à une minorité et de pas savoir ce que la plupart des gens ont vécu, ce que la plupart des gens ont ressenti, ce qui s'est passé pour la plupart des gens dans leur tête, dans leur physique, dans leur maison, dans leur quotidien. Oui. Du coup, c'était vraiment très cool d'avoir cette vision-là, justement. Je parle depuis quand même pas mal de temps, je sais pas combien de temps dure cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle est pas trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez répondre en commentaire, citer 1, 2, 3, je sais pas combien de livres pour lesquels vous êtes reconnaissant. N'hésitez pas, si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, allez-y, c'est fait pour ça. Moi je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.